bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo point lecture. Je vous retrouve pour vous parler de un manga, de bande dessinée, de lecture audio et quelques livres de fantasy. Donc c'est parti et allons-y. Pour débuter cette vidéo, je vais vous parler du tome 5 des Chroniques d'Aspharéo de Shikishitos qui a été une énorme déception. J'avais adoré les 2-3 premiers tomes de la saga, j'avais été déçue par le 4e et ce 5e tome m'a totalement achevé. Ici, nous suivons Roukoul. Et puis nous suivons Julius. Julius est le dragon protecteur du royaume et Roukoul est une prêtresse. L'histoire commence avec Roukoul qui arrive au château pour s'occuper du dragon protecteur du royaume. Bien entendu, ils vont tisser une relation particulière et nous allons suivre ces personnages tout au long de l'histoire. Si les premiers tomes étaient très intéressants, nous avions énormément de variétés, nous avions des petites scènes qui mettaient en avant nos protagonistes où on apprenait à voir leur histoire, à comprendre leur personnalité. Le tome 4 stagnait, était fade, et ce tome 5 malheureusement est dans la même lignée. Certes, nous avons un peu plus d'action que dans le tome 4. Ici, nous avons un petit peu de combat, nous avons des conflits, mais cela n'apporte strictement rien au récit. Les sentiments des protagonistes sont mis en avant, on les voit exprimer vraiment ce qu'ils ressentent au fond d'eux, mais cela m'a totalement laissé insensible. Je trouvais que ça n'avait pas de sens tout simplement, que tout ce qui se passait, en fait je sais pas comment vous le dire, mais ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est un manga qui se lit très facilement, qui est très agréable à regarder, mais voilà, sans plus. J'ai pas grand chose à vous dire sur cet tome parce que clairement je n'ai pas envie de découvrir la suite alors que j'étais complètement fan de ses débuts. J'aurais aimé voir des conflits détaillés, j'aurais aimé voir qu'est-ce qui oppose certains royaumes, j'aurais aimé voir les mythes du dragon se développer et surtout voir les choses évoluer totalement, ce qui n'est pas du tout le cas. On vogue totalement au niveau de toutes les problématiques, on reste toujours à la surface et la profondeur, elle n'existe pas. J'ai ensuite voulu découvrir une saga qui fait beaucoup parler parce que elle fait partie de l'univers de Lace Bardugo, qu'il y a une adaptation en série sur Netflix. Et avant de me lancer dans cette adaptation, je me suis dit pourquoi pas lire les romans. Donc j'ai lu le premier tome de Grisha de Lace Bardugo et c'est encore une déception. Ici, nous allons suivre Alina Starkov. Alina est une jeune fille qui a tout pour être banale, elle est orpheline, mais elle se retrouve sur un terrain de guerre avec certains autres de ses compatriotes. Elle s'occupe de tout ce qui est cartographie, si j'ai bien compris, mais un jour, lors d'une bataille, elle va avoir une immense lumière qui va se dégager d'elle. Et apparemment, c'est un pouvoir qui est très prisé. Elle va apprendre qu'elle est en réalité une Grisha qui a été recherchée depuis un long moment. À partir de là, son existence va être bouleversée. Elle va devoir partir avec un homme assez imposant, en quelque sorte le chef des Grisha au royaume, apprendre à utiliser ses pouvoirs et nous allons tomber dans des intrigues assez intéressantes avec des complots. D'après le résumé, l'univers a vraiment tout pour plaire. Nous avons de la magie, nous avons des intrigues familiales, nous avons un côté qui touche au royaume, nous avons un univers complexe avec une héroïne qui a un énorme destin devant elle. Et pourtant, j'ai trouvé l'histoire assez plate. Qu'est-ce que j'entends par là? Ici, l'univers est peu développé. Nous sommes dans du young adulte et pourtant j'ai clairement eu l'impression de lire une œuvre jeunesse. Les actions s'enchaînent, nous avons des dialogues, ok, pas de problème. Mais nous n'avons pas vraiment de fond à cette histoire. Je m'attendais à ce qu'on ait des descriptions qui posent vraiment le cadre, l'univers, qui expliquent les fondements de celui-ci. Mais non,
pas du tout. Nous avons simplement des rebondissements qui s'enchaînent et j'en attendais beaucoup plus. La narration, quant à elle, est assez simpliste. L'histoire se lit facilement, mais cela est dû au nombreux dialogues. Et comme il y a très peu de descriptions, forcément, ça ne crée pas de profondeur. Tout ce qui se passe est survolé et ça, c'est ce que je ne veux plus voir dans la littérature. Qu'on me dise pas c'est du young adulte, non, c'est pas vrai. J'ai lu des livres de young adulte qui étaient très bien développés. Je pense par exemple à un de mes gros coups de cœur qui est L'Envol du Phénix de Niki Popretto, qui est très long certes, mais l'univers est développé et moi c'est ce que j'aime dans la fantasy parce que ça permet au lecteur de se plonger corps et âme dedans et on est tellement immergé dans l'univers qu'on n'a pas envie de sortir du livre. Là, j'avais totalement envie de le fermer parce que je m'ennuyais clairement. De plus, nous avons deux protagonistes qui sont très intéressants. Il s'agit de Alina et de son meilleur ami Mal avec lesquels on fait connaissance dès les premières pages. Donc forcément, je me suis dit, bon, vu ce qu'on nous dit de ces personnages, on va apprendre énormément de choses, des choses qui vont nous tenir en haleine, des choses qui vont nous captiver. Ben non. Pas du tout. Cela est vraiment laissé en suspens et je trouve ça hyper dommage parce que nous avons deux personnages orphelins. Deux personnages qui ont été testés par rapport à leur pouvoir magique. Certes, on se rend compte qu'il y a une erreur puisqu'Alina, elle en a. Cependant, leur histoire familiale n'est pas creusée. Et j'aurais aimé avoir cet aspect-là, cet aspect qui, à mon avis, apporterait vraiment beaucoup de richesse à cette histoire. Le fait que ces personnages et leurs relations soient si peu développés, cela malheureusement les rend fades et m'a totalement empêché de m'attacher à eux. De plus, nous avons une fin qui est totalement prévisible. C'est assez regrettable. Pour moi, c'est une déception alors que ce livre avait vraiment tout pour plaire. Le prochain livre dont je vais vous parler est un livre que j'ai lu en lecture commune, un livre pour lequel j'avais beaucoup d'attentes et qui est une énorme déception malheureusement. Il s'agit des Saisons de la Tempête de El Cosimano, publié chez De Saxus. Ici, nous allons suivre Jack et Fleur. Jack est l'hiver, Fleur le printemps. Jack ne voulait pas mourir et donc à sa mort, on lui propose de devenir l'hiver. Comment cela se passe? Une fois que sa saison est descendante, la saison montante doit le tuer et vice versa. En fait, nous avons un cycle et à son tour, quand l'hiver doit revenir, il doit tuer l'automne. Donc l'automne tue l'été, ensuite l'hiver tue l'automne, le printemps tue l'hiver et ainsi de suite. Nous sommes dans ce cycle-là. Les saisons se régénèrent, bien entendu. Donc Jack est l'hiver, Fleur est le printemps, donc Fleur doit tuer Jack. Jack est amoureux de Fleur. Jack ne veut pas mourir. Jack ne veut pas que Fleur soit annihilée parce qu'ils ont des sentiments l'un envers l'autre. Cela fait en sorte que Fleur s'affaiblit parce qu'elle ne réalise pas le meurtre de Jack en temps voulu et ça pose des problèmes soi-disant d'équilibre. Cependant, les saisons en ont marre de ce cycle infernal, des recherches vont avoir lieu et Jack va prévoir un plan afin que les saisons s'enfuient et ensemble, ils vont créer ce qu'on appelle la tempête. Ils seront pourchassés par leurs supérieurs qui sont Chronos et Gaïa. Quand j'ai commencé cette lecture, j'ai trouvé le prologue assez particulier. Il m'a laissé perplexe. Puis les premiers chapitres étaient assez prometteurs. Je me suis laissée aller. Je me suis dit bon, pour l'instant, rien de palpitant. Mais nous sommes qu'au début du livre. J'ai avancé dans cette histoire et j'ai vu que l'on ne gagnait pas en profondeur. Ce qui permet de tenir le lecteur dans cette histoire, c'est qu'il y a énormément de dialogues. Et surtout de nombreuses pensées qui sont exprimées par nos deux protagonistes principaux qui sont Fleur et Jack. Au début du livre, on ne visualise pas l'univers, c'est-à-dire que tout est vague, comme nous avons des descriptions, des pensées. Je me suis dit, ça va se développer. Et puis non. Ce qui fait que je n'arrivais pas à visualiser le lieu de vie des saisons, le réel fonctionnement. Parce que c'est perturbant, nous avons plusieurs hivers, nous avons plusieurs printemps, nous avons un système de points. Chaque saison agit en fonction d'une zone géographique, tout est très perturbant. Personnellement, j'ai essayé de comprendre ce fonctionnement, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait leur lieu de vie et les interactions entre les différentes saisons. Et cela restait très vague. Ce qui fait que
On nous dit certaines choses dans la narration, puis quand on avance, il se passe des choses. Eh ben, ce manque de description crée des incohérences dans le récit. J'ai clairement eu l'impression que l'autrice maîtrisait son univers, mais qu'elle oubliait totalement que nous, on ne le connaissait pas. Et ça, c'est un problème, parce que moi, en tant que lectrice, j'ai clairement eu l'impression qu'il manquait des passages dans cette œuvre de fantasy. Finalement, j'ai trouvé l'histoire très longue. Il ne se passait pas grand-chose. Les rebondissements retombaient comme un soufflet, c'est-à-dire que je terminais une partie dans la lecture commune. Je me suis dit, bon, pour l'instant, il se passe pas grand-chose, mais j'ai l'impression que l'histoire va avancer, que les rebondissements vont enfin être là, et que ça va devenir palpitant. Et dès que j'avais cette sensation, je reprenais ma lecture et tout retombait. C'est triste à dire, mais malheureusement, si j'ai terminé ce livre, c'est simplement parce que j'avais organisé une lecture commune dessus. Mais autant vous dire que c'est une énorme déception, que j'ai été extrêmement déçue et que j'espérais beaucoup mieux. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore tout ce qui touche à la féerie et c'est pour ça que j'ai été enchantée par cette bande dessinée, La Sentinelle du Petit Peuple de Thorns, Carbone et Barrow, publiée chez les éditions Dupuis. Ici nous allons suivre Elina. Elina est la petite fille d'Adélaïde. Adélaïde est en maison de repos parce qu'elle s'est cassé le col du fémur et que sa fille ne veut pas qu'elle rentre chez elle. Elle est la sentinelle du petit peuple, elle s'inquiète pour les petits êtres qu'elle protège, mais tout le monde la prend pour une personne folle parce que une personne âgée qui va parler de fées, de lutins et toutes ces choses-là, ça paraît assez improbable. Personne ne va la prendre au sérieux, sauf Elina, qui va remplacer sa grand-mère le temps de sa convalescence en tant que sentinelle du petit peuple. En remplaçant sa grand-mère, elle va s'apercevoir que le petit peuple a de gros problèmes et donc elle va tout faire pour aider celui-ci. J'ai adoré cette bande dessinée qui nous amène dans une dimension incroyable de notre monde qui est soulignée par un graphisme incroyable, c'est-à-dire que lorsque nous sommes vraiment dans le monde que l'on connaît, avec la mère d'Elina, sa grand-mère dans la maison de repos, qu'il y a des interactions, les graphismes ont une couleur pastel et assez réaliste. Mais lorsque nous sommes en contact avec ce petit peuple, tout devient plus vif, tout devient enchanteur et nous avons du coup une confrontation entre le réel et l'imaginaire et j'ai trouvé cela vraiment très chouette. Nous avons une histoire qui reprend tous les codes de la jeunesse en mettant en lumière la thématique de la vieillesse et de la dépendance. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que nous avons une grand-mère qui apparemment n'a pas toute sa tête, d'après ce que l'on comprend, mais en même temps, elle veut vieillir chez elle, elle a décidé de certaines choses, mais sa fille ne le respecte pas parce qu'elle s'inquiète pour sa maman et elle a peur que chez elle, elle ne s'en sorte pas, elle veut absolument la mettre en maison de retraite et nous avons toute cette dimension-là qui est abordée et cela est juste passionnant, c'est mis en avant avec beaucoup de pédagogie et de tact. Nous avons également toute une dimension écologique à travers le petit peuple, parce que ce petit peuple, il a un rôle très important dans la préservation de la nature. Nous avons des personnages très nuancés, attachants, qui ne laissent pas insensibles. Ils ont un caractère, certains un peu doux, certains un peu plus colériques, et il y a énormément d'humour. Personnellement, j'ai été captivée par chacun d'eux et j'ai adoré faire connaissance avec certaines créatures de la mythologie. D'ailleurs, certaines créatures sont assez particulières et j'ai apprécié qu'il y ait un glossaire à la fin de cet album afin d'expliquer les origines mythologiques de chacun d'eux. Malheureusement, il y a un petit hic. Certains éléments de cette bande dessinée vont un peu vite. J'ai eu l'impression de louper des cases, de louper des pages tout simplement et j'ai dû relire certaines choses à 2 fois parce que l'histoire va très vite et si on loupe un petit mot par-ci par-là, on ne comprend pas. Et c'est peut-être le gros reproche que je ferai à cet album. Il mériterait d'avoir peut-être 1 ou 2 pages de plus pour nous immerger encore mieux dans cette histoire qui est quand même
somme toute incroyable. Ce premier tome est assez introductif sur l'univers, mais je le trouve très prometteur et je replongerai du coup dans cette bande dessinée lorsque le second sortira avec un énorme plaisir. Nous allons continuer dans un univers merveilleux de bande dessinée avec le troisième opus de la boîte à musique de JG et Carbone publié chez Dupuis. Est-il utile que je vous précise que les graphismes de cette bande dessinée sont à tomber par terre? Il me semble que je l'ai fait à chacune de mes vidéos lorsque je vous présente un opus de cette série. J'ai vraiment apprécié ce troisième tome, très cocooning, parce qu'il diffère des deux premiers. Dans les deux premiers, nous étions à Pandorian en compagnie de Nola qui passait à travers la boîte à musique de sa maman pour aller dans ce lieu magnifique. Sauf que maintenant, nous serons dans le monde réel. Nola va rentrer de l'école et va ressentir une présence suspecte. Et c'est là que ses deux fidèles amis vont arriver pour l'aider à la démasquer. Ici, nous avons la magie qui va prendre une place beaucoup plus importante. Nous allons découvrir les pouvoirs de chacun avec leurs capacités et en apprendre plus sur la fondation des différents mondes qui sont abordés dans cet opus. L'univers se développe avec énormément de douceur et j'ai trouvé ça hyper intéressant. De plus, la colorisation de cet album m'a plongée dans les images et je me suis délectée de chacune d'entre elles et cela m'a fait vivre l'histoire encore plus intensément. Nos protagonistes sont toujours aussi touchants parce qu'ils ont des liens tellement forts les unissant qu'on n'a pas l'impression de voir un groupe d'amis mais qu'on a l'impression de découvrir une belle famille. Et je trouve ça tellement beau, tellement touchant, je pense qu'on aimerait tous avoir des personnes comme ça à ses côtés. La thématique du deuil et la recherche de soi est toujours d'actualité dans cet album. Dans le premier tome, vous savez, Nola reçoit une boîte à musique de la part de son papa à son anniversaire qui appartient à sa maman récemment décédée. Donc Nola essaie toujours de faire le deuil de sa maman, elle cherche des informations sur elle, notamment tout ce qui est lié à la boîte à musique et à Pandorion. Et ce tome ne fait pas exception parce que Nola continue toujours son enquête pour savoir qui était la femme qu'elle appréciait le plus au monde. J'ai encore adoré cette bande dessinée cocooning qui me donne l'impression de me faire griller des guimauves au barbecue lors d'une longue soirée d'été tellement elle est agréable à lire. Je n'ai qu'une hâte, c'est en savoir plus et surtout découvrir vraiment l'histoire de la maman de Nola. Je vais terminer ce point lecture avec une duologie que j'ai lue en écoute audio et que j'ai véritablement adorée. Il s'agit de La Reine des Détestés de Enaël. Autant dire que j'ai littéralement dévoré cette lecture audio qui m'a embarquée totalement parce que je ne pouvais pas m'arrêter d'écouter. J'avais mes écouteurs pour faire le ménage, pour aller sortir le chien, enfin tout partout là où c'était possible tout simplement parce que l'histoire était totalement addictive. Ici nous allons suivre Anna. Anna est une jeune femme blanche. Nous sommes en l'an 3548, des années après notre monde. Nous avons les bombes atomiques qui ont tout attaqué. Nous avons un dérèglement climatique total et les seules parties de la planète habitables sont les territoires européens qui ont été reformés en 12 royaumes. Dans ces 12 royaumes, il y a Olayan qui est dirigé par une grande famille royale dont le prince Yash. Anna vit en tant que peuple libre, c'est-à-dire des gens de couleur notamment blanche qui ne sont pas acceptés dans les royaumes ou quand ils sont acceptés, ils sont mis en esclavage. Anna a tout perdu, du coup elle se dit bon, au lieu de mourir toute seule dans la nature, je vais aller rejoindre Olayan même si je serai traitée d'esclave. Le problème c'est qu'Anna c'est une blonde aux yeux bleus et c'est le pire qui soit. Parce que même si vous étiez brune aux yeux marrons, mais avec la couleur de peau blanche, vous seriez esclave, mais à peu près bien traité et respecté. Être blond aux yeux bleus, c'est
c'est la mort en fait pour les esclaves. Donc Anna va connaître vraiment des jours difficiles, mais un jour elle va faire la rencontre du prince Yash qui est assez impitoyable, qui est un guerrier sanguinaire. Entre eux, il va se passer ce petit quelque chose qui fait que le prince Yash va avoir une autre vision de la vie, des esclaves et tout ça. Et nous avons une romance qui va s'entamer dans ce climat qui n'est guère propice à une romance entre un prince et une esclave. J'ai adoré le côté futuriste et médiéval de cette œuvre dystopique que j'ai trouvé vraiment captivante avec le retournement de situation parce que dans notre passé, les blancs esclavageaient les personnes qui avaient une couleur de peau foncée. Et là, c'est totalement l'inverse. Les personnes de couleur ont voulu se venger de ce que les blancs ont fait. Il y a aussi le mode de vie qui est intriguant. Nous avons toute une éthique sur le fait de manger de la viande, sur l'écologie et sur toutes les façons dont la planète ont été abîmées et du pourquoi on en est venu là. Et cela fait vraiment réfléchir et j'ai adoré vraiment tout ce qui touchait à l'univers de ce livre. Toutes les thématiques abordées dans cette histoire sont vraiment très percutantes parce que la narration permet d'accentuer tout ce qui va toucher au racisme, à l'acceptation, au climat. Et personnellement, moi, ça m'a happé, ça m'a brisé le cœur. Et j'ai jamais été pour tout ce qui se passe, quelle que soit notre couleur de peau. Et là, c'était encore plus violent parce que tout était inversé. Et on ressentait la détresse de nos personnages, on ressentait la haine que certains avaient pour d'autres, et on se disait mais en fait on est tous fait pareil, c'est juste que on est diversifié, et encore heureusement ça crée la richesse du peuple. Et voir tous ces comportements, je sais pas, j'arrive pas à mettre des mots, ça me donne des frissons. C'était horrible. Nous avions cette héroïne Cash, Anna, elle est assez badass, elle a cette fragilité, mais en même temps elle a ce répondant, elle arrive à se sortir des situations les plus incongrues, et j'ai vraiment adoré sa personnalité, même si par moments j'avais envie de lui mettre des baffes parce que on sent clairement qu'elle n'est pas mûre, mais c'est pareil pour Yash. Yash il est sanguinaire, Yash il n'a pas du tout le comportement qu'on attendrait d'un prince, pourtant il a des valeurs et c'est ce qui fait que je l'ai beaucoup apprécié. Donc voilà un petit peu pour ce premier tome qui est assez introductif, qui va mettre en avant la relation entre Yash et Anna, qui va mettre aussi en avant tout ce qui concerne les esclaves, leur mode de vie, la façon dont ils sont traités, la façon dont fonctionnent et comment sont vues les relations entre les différentes personnes. Mais le tome 2, lui, va être totalement différent parce qu'il va mettre en avant tout ce qui touche au changement, à la politique et à la façon de voir les choses, qui va mettre en avant les conflits, la guerre et les liens familiaux. Ce second tome, il m'a encore plus hypnotisée que le premier. J'ai ressenti de la joie, de la peur, de la colère, de la frustration. J'avais clairement envie de tarter nos personnages qui, en quelque sorte, se chamaillaient. Ils se chamaillaient, mais ils souhaitaient totalement les mêmes choses. Ce second tome qui était plein de suspense. Nous étions vraiment en plein dans les conflits et c'était fort, c'était... Je sais même pas mettre des mots sur ce livre, j'arrive pas à vous en parler totalement parce que je n'ai vraiment pas envie de vous spoiler cette histoire que j'ai adorée, qui m'a captivée, qui m'a vraiment fait battre mon cœur. J'ai dévoré les 2 tomes de cette duologie en audio quasiment en même pas 2 jours, sachant que chaque livre fait à peu près entre 12 et 15 heures d'écoute, donc je sais pas si vous vous rendez compte. Nous avons un champ lexical dans cette histoire qui est assez particulier parce qu'il est très familier. Il peut être assez vulgaire, mais en même temps il correspond totalement au personnage. Et j'ai aimé la façon dont avançaient les choses dans ce second tome. J'ai aimé la dynamique que ça prenait, j'ai aimé le fait qu'on mette en avant l'acceptation de chacun, la tolérance, qu'on mette énormément de choses sur un piédestal afin que le monde évolue. Je peux pas vous en parler parce que, en fait, si je vous cite le pourquoi, du comment, je vous raconte un petit peu l'histoire de ce tome 2 et je ne veux vous préserver de tout ça parce que
tout ce que j'ai découvert, et ben c'est ce qui m'a vraiment pris aux tripes. Et si jamais vous connaissez pas cette duologie, j'ai envie que ça vous fasse le même effet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons des scènes violentes, des scènes qui sont pas faciles à vivre. Je pense que ça peut heurter la sensibilité de chacun, mais pourtant ces scènes, elles sont pas mises en avant pour rien. Chacune des scènes et toute la violence qui en ressort, elles desservent vraiment, enfin non, elles desservent pas, elles servent réellement au récit et elles apportent cette petite pierre à l'édifice qui fait que cette histoire n'en est que plus passionnante. Je pense que je vais m'arrêter là pour la Reine du Détesté. Je crois que tout ce que je suis en train de vous dire est assez brouillon, mais je sais pas comment vous en parler parce que ça a été un immense coup de cœur pour moi. Et j'ai envie de vous en dire assez pour vous donner envie de découvrir cette histoire, sans trop vous en dire pour ne pas vous gâcher le plaisir que moi j'ai eu. Je vais clôturer cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre. Et en plus, plus il y a d'activités sur la vidéo, et plus ça me permet de faire vivre la chaîne. Je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!